le seul actif refuge qui reste aujourd'hui, c'est l'or. Tout à fait, la seule vraie monnaie dans l'histoire, on en revient toujours à ça, c'est l'or quelque part, parce qu'il a pas de drapeau, l'or. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 5 février 2026 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, vous la reproposer ensuite de façon la plus intelligible possible, la plus digeste possible pour que eh bien, vous puissiez en fonction adapter vos stratégies d'investissement au trading le mieux possible ou tout simplement comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure et qui explose un à un tous les paradigmes qui étaient les nôtres encore il y a quelques mois. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau de TV Finance, puisqu'il vaquait à ses occupations personnelles ces derniers temps, Thomas Andrieux, spécialiste des questions macroéconomiques. Bonjour Thomas. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Thomas Andrieux, auteur, rédacteur économique et donc spécialiste notamment des questions également monétaires et des questions économiques et monétaires. Avec vous pour parler de l'or, Thomas. Thomas, aujourd'hui, deux camps s'affrontent. L'un qui dit que eh bien, l'or est à l'orée d'un crack, eu égard à l'évolution des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, qui pourrait entraîner dans sa chute l'ensemble des actifs financiers. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est celui d'une poursuite de la hausse observée ces derniers temps sur, sur fond de géopolitique catalyseur à la hausse, sur fond de banques centrales qui dédollarisent massivement leurs économies locales et également de l'engouement des particuliers via les ETF qui ne veulent pas louper cette ruée vers l'or. Résultat, vous, quel est votre scénario privilégié? On va vers un crack ou au contraire, soyons positifs et l'or peut de nouveau atteindre des plus hauts historiques? Alors effectivement, on a vu dans le mouvement de correction récent, les banques ont été assez optimistes. Elles ont même réenchéri les objectifs haussiers. Et le jour du sommet sur le cours de l'or, JP Morgan a dit notre objectif à long terme, c'est même 8 000 $ par exemple. Ouais. Donc effectivement, il y a ce phénomène-là. Maintenant, en 2 minutes, pourquoi on est arrivé à cette situation-là sur le cours de l'or? On était en 2022-2023. Le cours de l'or avait fait une correction après son sommet en 2020. Et à ce moment-là, les investisseurs étaient plutôt absents, il faut dire ce qui est. Et en revanche, c'était les banques centrales qui se sont mises à acheter beaucoup, notamment avec la guerre en Ukraine. Plus de 1000 tonnes d'or par an, 2022, 2023, 2024. Et puis, donc là, en 2025, les banques centrales ont réduit de 20% leur demande. Donc, elles continuent d'acheter plus qu'avant la guerre en Ukraine, mais elles achètent un peu moins. Donc, ça, c'est un élément intéressant. On dit souvent c'est les banques centrales. Non, le plus gros du mouvement, c'est la troisième phase. C'est les ETF. Il y a eu une deuxième phase, effectivement, 2023-2024. Là, on a eu de la demande de bijouterie, on a eu de la demande de banques centrales qui se maintenait, donc un cours de l'or qui serait apprécié, qui était proche de ces niveaux dits fondamentaux, c'est-à-dire que le coût de production augmentait, la difficulté d'extraction augmentait. Et là, en revanche, depuis 2025, on est clairement dans une autre phase, hein, c'est-à-dire que on est entré dans Depuis une phase 2026, vous voulez dire, ou 2025? 2025, tout à fait. Puisque l'année dernière, de manière tout à fait historique, hein, on a eu près de 800 tonnes d'or qui ont été achetées via des ETF, Par des particuliers, donc notamment, alors que ces derniers étaient vendeurs l'année précédente, enfin en termes de variation. Donc quand on a 800 tonnes d'or, c'est autant que les banques centrales, hein, pour donner un ordre d'idée. Et aujourd'hui, ça porte les avoirs d'or des ETF à 4000 tonnes d'or, ce qui est colossal, hein, Gigantesque. ce qui est très important. Et puis, il faut ajouter à ça, effectivement, toute la surenchère qu'on peut connaître sur les marchés dérivés, etc. Et on l'a vu ces dernières semaines. Donc, effectivement, on est passé d'un marché où le driver était fondamental, la difficulté de production, les banques centrales, à un driver qui était à la fois fondamental et surtout spéculatif aujourd'hui. Donc, cette phase est intéressante. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, voilà, on le voit très bien ici. Donc sur les contrats dérivés, quand on regarde l'intérêt ouvert, en fait, l'open interest, le nombre de contrats ouverts a augmenté jusqu'en octobre 2025. Là, il se réduit progressivement. Donc ça montre, comme c'était le cas en 2011 ou en 2020, le risque de tempérer cette hausse qu'on a eue. Maintenant, il faut rappeler quelque chose, hein. C'est vrai que quand on décompose historiquement le cours de l'or, on a de l'historique jusqu'en 71 parce qu'avant le prix était fixé arbitrairement par le gouvernement. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que l'or tend à dessiner des cycles de 15 à 16 ans. Si ça se confirme cette fois-ci, le dernier creux, c'était, alors selon où on le situe, c'était 2015, 2016, bon. Mais selon où on le situe, effectivement, on serait parfaitement dans cette temporalité.
Et chose intéressante, c'est que donc la 12e année nous porterait fin 2026, fin 2027, fin 2028, bon, selon là où on place le dernier creux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a sur ce phénomène de top sur le cours de l'or, ça peut continuer. Et on l'a vu notamment en 2011, hein, le cours de l'or a stagné pendant un an avant de vraiment recorriger. Donc en fait, on peut réavoir une réaccélération haussière tout à fait vers $6 000. Techniquement, c'est envisageable. Maintenant, effectivement, on l'a vu dans la semaine passée et ces derniers jours, on a des variations de plus de $1 000. C'est-à-dire le sommet, on était presque à $5 500. On est passé à 4 400. Voilà. Donc des variations comme ça montre bien qu'il y a de la volatilité. Parce qu'il y a du levier sur les dérivés, moins de 10% de l'or qui est traité est véritablement livré, par exemple, et de même sur l'argent. Donc, et surtout, et notamment sur l'argent, ce qui explique ces formes paraboliques, c'est ce qu'on appelle en économie l'inélasticité de l'offre. C'est-à-dire que même si le prix double ou triple, les compagnies minières ne vont pas miner plus dans un an. Donc effectivement, il y a ce problème-là qui engendre ce phénomène tout à fait typique qu'on retrouve dans l'histoire des métaux. Hein. Alors justement, Thomas, vous parlez d'histoire, je vous écoute attentivement. Et pour les investisseurs qui nous regardent, vous avez dit quelque chose, vous avez dit l'or fonctionne par cycle depuis 1973, la fin des accords de Bretton, avec les accords de Bretton Woods. Et vous dites, la fin du cycle, selon où on se situe, ce serait 2026, 2027, 2028. Pour un investisseur qui a placé 1000, 10 000, 1 million, 10 millions d'euros, eh ben, ces 3 exercices, c'est beaucoup, c'est une unité de temps très large. Vous ne pouvez pas être plus précis. 2026 ou 2027 ou 2028, selon vos calculs à vous. Alors, si on place, ça peut être, je dirais, fin 2026, ça peut être une hypothèse, ça peut être 2027 en général. En fait, ça dépend aussi de ce qu'on appelle les relations intermarchés, c'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, le Bitcoin qui suit ce qu'on appelle des cycles de Kitchin en économie, les suit parfaitement et entre dans sa phase corrective maintenant, qui sont en général d'un an. Donc, Là, on est dans une phase. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est les indices boursiers maintenant. Est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce qu'on va vraiment entrer dans une phase de respiration, hein? Parce que c'est vrai que l'IA reste une innovation de long terme qui alimente. Si on a une correction sur les marchés actions, ce qui se passe souvent avec les métaux, c'est que dans un premier temps, les métaux corrigent parce qu'on a besoin de cash, on a besoin de prendre des c'est vrai, on n'a pas besoin de refuge, justement. C'est pas une période pendant laquelle les investisseurs vont au contraire aller chercher de la sécurité. En revanche, si la baisse est trop forte, là, ça peut réentraîner une phase haussière parfois très importante sur les métaux. Et je pense notamment à la volatilité du cours des métaux en ce moment. La volatilité du cours de l'or est proche de 50%. Son record, c'était 54% la volatilité historique en 2008. Et la volatilité de l'argent n'a jamais été aussi élevée. Quand on prend la volatilité historique annualisée sur les 20 derniers jours, elle est de 140%. C'est gigantesque. C'est colossal. C'est colossal. L'argent qui perd près de 9% ce matin, moins 8,36%. Comment est-ce qu'on explique cette désaffection soudaine? C'est purement de la stratégie, c'est de la stratégie de gestion de portefeuille ou comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, il y a des emballements de hedging, hein, c'est-à-dire le fait que ça baisse entraîne la baisse, hein, mécaniquement. Mais effectivement, on était sur une hausse qui était devenue exubérante, hein, il faut dire ce qui est. Et manifestement, on a des acteurs qui, aujourd'hui, sont les acteurs spéculatifs. Ça nettoie le marché, ça purge le marché. Et ça, c'est un élément fondamental. Maintenant, quand on regarde les niveaux techniques, ça n'a pas été rompu. Enfin, je veux dire par là, par exemple, sur l'argent, il est toujours en hausse depuis le début de l'année, d'à peu près 25%, de même pour l'or, une dizaine de pourcents. Donc, et ce qui est intéressant, c'est quand on prend les moyennes mobiles de stratégiques, hein, le cours de l'or, tant qu'il reste au-dessus de $4 000, bon, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter sur le mouvement. Et l'argent au-dessus de $50, effectivement, peut-être qu'il ira tester cette zone. Hein. Mais effectivement, c'est une respiration naturelle du marché et même souhaitable, hein, parce que quand on a des hausses aussi importantes, ça pose des problèmes économiques parce que l'argent, ce qui se passe, c'est qu'on a eu le marché était en déficit, c'est-à-dire en pénurie depuis 2021-2022. Les cours ne se sont pas ajustés sur cette période, donc là on a le retour de bâton. Et aujourd'hui, en fait, ça pose des vrais problèmes parce que pourquoi l'argent revient aujourd'hui? En fait, c'est une hausse a posteriori, c'est ça que vous êtes exactement, c'est exactement ça. Et parce que ça fait des années que s'essouffler. Donc en fait, en réalité, l'engouement autour de l'argent est un peu factice. Factice, je dirais retardé surtout, voilà, effectivement. Et comme on l'a dit, comme c'est inélastique, dès que ça s'emballe, ça part d'un coup. Et effectivement, sur l'argent, ce qui est intéressant, c'est que donc on est en déficit de production. C'est un métal qu'on ne produit pas de manière primaire, c'est-à-dire on va l'extraire avec d'autres métaux.
Et c'est un marché sur lequel on a eu, pareil, un retour de la demande via des ETF, notamment, ce genre de choses. Ce qu'il faudrait aujourd'hui sur l'argent, c'est une plus grande production, ça c'est pas assuré, et ce qui a déséquilibré le marché notamment, c'est la demande pour le photovoltaïque, qui représente aujourd'hui presque 20% de la demande, et ça va continuer de croître, ça a augmenté de 50% ces 10 dernières années. Ça a complètement déséquilibré le marché, et aujourd'hui le problème c'est que ces acteurs ont des coûts de production à cause notamment de l'argent qui vont exploser. Donc ça pose des questions économiques aussi de fond. Est-ce qu'on a assez de métal pour faire tous les projets qu'on veut faire avec? Alors, il y a effectivement cette question économique, économico-industrielle. Il y a également une question monétaire. Toutes ces hausses se sont appuyées également sur la faiblesse du dollar. Le dollar qui commence à retrouver un petit peu de vigueur, en tout cas qui ne baisse plus les bras, qui ne rend pas les armes. Résultat, est-ce que ça pourrait concourir à un ralentissement de ces hausses observées? Alors effectivement, oui, c'est un argument, on l'a vu d'ailleurs, un élément déclencheur vendredi dernier, ça a été la nomination De Kevin Warsh, ouais. l'annonce L'annonce, oui. de Kevin Warsh, tout à fait. Donc le dollar joue un rôle important. Maintenant, on sait que c'est vrai que quand on regarde, le dollar a tendance à suivre un peu la temporalité des mandats présidentiels. Donc on sait à peu près la trajectoire sur ce mandat présidentiel. Mais effectivement, il y a eu un rebond assez net du dollar, parce que les investisseurs ont été rassurés. Et un point intéressant peut-être, effectivement, on le voit sur ce graphique, c'est la part de l'or et des réserves en général dans le système des réserves de change des banques centrales. On reviendra sur cette question des banques centrales et de l'or. Juste toujours sur ce rapport entre le dollar et l'or, et l'argent et les matières premières dans leur ensemble. On était sur Kevin Warsh qui donc a été proposé par Donald Trump. Ça doit être validé par le Sénat, je crois, ou la Cour suprême, je ne sais plus exactement. Le Sénat, oui. Le Sénat. Ça a eu pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact en fait, ce que vous nous dites. Pour l'instant, Kevin Warsh, les marchands ont juste été soulagés de savoir qu'elle est enfin quelqu'un qui allait être... Effectivement, Donald Trump politisait la Réserve fédérale américaine, mais bon, ça va pas plus loin que ça. Voilà, alors c'est vrai que ce qui est rassurant, c'est que c'est une figure qui est connue des marchés déjà. Après, maintenant, c'est vrai qu'il a été plutôt conservateur quand il a été gouverneur, notamment pendant la crise de 2008. À l'époque, par exemple, il anticipait des risques inflationnistes, alors qu'effectivement, il y a plus eu de la déflation. Et récemment, il a eu une position un peu plus accommodante, on va dire. Donc effectivement, là-dessus, les marchés, c'est un peu le statu quo. Donc ils sont plutôt rassurés dans un premier temps. Maintenant, effectivement, il y a des anticipations assez divergentes. Il y en a, ils vont dire il y aura probablement une baisse à 2 baisses de taux en 2026. D'autres vont dire ça peut aller jusqu'à 3-4. D'autres qui vont dire il n'y en aura aucune. Donc effectivement, il y a des anticipations assez divergentes. Et ça va jouer sur les métaux, évidemment. C'est-à-dire que si on a des nouvelles baisses de taux, là, évidemment, ça relancera, ça remettra une pièce dans la machine. Exactement. Mais effectivement, ça sera intéressant à suivre. Et Kevin Warsh peut effectivement, si il y a moins d'indépendance avec le pouvoir politique, peut effectivement faire changer les choses sur les marchés. Et on va revenir sur le graphique qu'on a vu il y a un instant sur la part des achats des banques centrales. La part des devises dans les réserves de change. La part des devises dans les réserves de change, donc qui imagine diminue en faveur de l'or, j'imagine probablement. Alors comment est-ce qu'on explique ça, Thomas? Comment est-ce qu'on explique ça? Pourquoi est-ce que... Donc vous nous avez dit en introduction que les banques centrales avaient réduit leurs achats d'environ 20% ces derniers temps. Le phénomène de dédollarisation reste quand même un phénomène en cours. Pourquoi est-ce qu'elles réduisent leurs achats, justement? Alors, les achats d'or, je pense que c'est aussi pour des raisons de hausse du prix. C'est vrai que les banques centrales, il faut rappeler, dans les années, donc il y a eu l'abandon de l'étalon or en 1971. Et puis, il y a eu un mouvement de défection des banques centrales envers l'or dans les années 80-90. Donc, les banques centrales ont vendu, c'est fini l'or, c'est démodé. Bon. Et puis, jusqu'au gouvernement, enfin, on se souvient, la France qui a vendu une partie de stock d'or, etc. Et là, il y a vraiment un retour à l'or. On le voit très bien, dans les années 2010, il y a eu une inversion de tendance. Et ça s'est accéléré ces dernières années pour plusieurs raisons. La première, peut-être la plus importante, c'est effectivement la situation géopolitique. C'est-à-dire le dollar... on l'a vu avec les avoirs russes, ce genre de choses, ça peut être gelé, il y a des problèmes. Donc ça a entraîné une vague d'achat massif de la part des pays comme la Chine, ça fait des années qu'elle a cette stratégie, mais aussi des pays du Moyen-Orient, la Pologne. Donc il y a tout un tas de pays qui cherchent à s'extraire du dollar. Aujourd'hui, le dollar, c'est à peu près 55%, 57% des réserves de change. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si on devait raisonner... si on devait penser l'or comme une monnaie, une devise, eh bien, ça serait la deuxième réserve de change après le dollar. Et l'euro arriverait en troisième position. Donc, il y a ce phénomène-là, et puis aussi un phénomène
le fait que, par exemple, les obligations sont devenues, notamment en 2022, plus volatiles que l'or. Alors maintenant, c'est plus vrai, mais ce phénomène a entraîné, par exemple, aujourd'hui, les banques centrales ont plus d'or que d'obligations du gouvernement américain dans leur bilan. Donc ça, c'est un point intéressant. En 2025, Mais complètement. Donc ça veut dire que finalement, que ce soit les obligations américaines ou le dollar, ce qui reste un peu corrélé de toute façon, quoi qu'il arrive, ne fait plus office de valeur refuge dans l'esprit des investisseurs et des banques centrales. Donc, par la force de choses, le seul actif refuge qui reste aujourd'hui, c'est l'or. Tout à fait. La seule vraie monnaie dans l'histoire, on en revient toujours à ça, c'est l'or quelque part, parce qu'il n'a pas de drapeau, l'or. Alors, l'or n'a pas de drapeau. Ceci étant, Thomas, je vais vous titiller un peu, Thomas. Vous dites que l'or est une valeur refuge, mais est-ce qu'une valeur refuge peut se permettre de prendre 45% en 6 mois, peut se permettre de prendre 163% en 3 ans et près de 15% en 45 jours, Thomas? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est une valeur refuge, ça? Alors moi, je suis pas tout à fait partisan du terme valeur refuge, parce qu'effectivement, ça peut être, c'est assez confus. Et on dit souvent l'or monte parce qu'il y a des incertitudes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et on l'a vu avec les dynamiques industrielles sur l'argent, on l'a vu avec les investisseurs. Donc, il y a quelque chose effectivement de spéculatif dans les métaux assez régulièrement. En 1980, c'était également parabolique. Et puis, donc c'est des phénomènes qu'on connaît assez bien. Ça reste refuge sur le plan effectivement de valeurs tangibles. C'est-à-dire, on sait que ça aura toujours une valeur. Comme l'immobilier? L'immobilier, ça se déprécie, on va dire. C'est-à-dire, si on le rénove pas, ça se déprécie. L'or n'a pas ça. L'or, c'est un actif vraiment qui s'extrait un peu de tout le système. C'est la clé de voûte du système financier international. Il faut dire ce qui est aujourd'hui. Beaucoup de banques centrales classent l'or comme premier actif dans leur bilan parce que c'est le plus solide. Alors qu'on voulait en sortir il y a 50 ans. Alors qu'on voulait en sortir, effectivement, même il y a 30 ans, on voulait en sortir. Donc ça reste quand même un actif refuge, malgré ces volatilités exponentielles. Alors c'est vrai que quelqu'un aujourd'hui qui voudrait acheter de l'or pour se protéger, par exemple, contre l'inflation, ça paraît difficile. En tout cas, vu la volatilité actuelle, effectivement, faut gérer, parce que quand on a des amplitudes de $1000, quelle est la valeur en fait? Alors par contre, on peut estimer. $4000, vous avez dit plus ou moins, en dessous de 4000. Voilà, c'est ça. Et alors après, on peut estimer, c'est vrai qu'on estime souvent entre guillemets une valeur fondamentale du cours de l'or qui serait liée au coût de production. Et aujourd'hui, ça serait autour de $3000, $3500. Donc voilà, donc on s'est extrait de cette zone fondamentale, on y est resté pendant des années. Maintenant, on s'est extrait de cette zone, donc la question c'est est-ce qu'on va y revenir ou est-ce qu'au contraire, là, aujourd'hui, on va continuer à produire plus d'or qu'on n'en a jamais produit, et pourtant, les réserves naturelles sont limitées, bien sûr. Donc ça va être une difficulté majeure dans les décennies à venir. Donc si l'offre ne suit pas, effectivement, le coût de production va augmenter aussi vite que le cours de l'or. Ok, très clair. Vous avez forcément suivi cette actualité, cette information. C'est l'Allemagne qui s'inquiétait de rapatrier ses réserves d'or qui étaient placées aux États-Unis. C'est un vrai risque ou c'était juste une peur épidermique, un spasme biais psy des autorités allemandes? Alors c'est vrai, on parle souvent de dédollarisation à long terme. Le fait est que c'est un phénomène très lent. Il faut rappeler qu'effectivement, il y a ces alternances dans les devises dominantes au système international, tous les 100 ans, 120 ans. Bon. Et il y a des réformes plus ou moins régulières du système monétaire à peu près tous les 30 ans. Par exemple, on a eu la conférence de Gênes en 1922 qui a instauré le dollar à côté de la livre sterling. Et puis après, on a eu en 1945 Bretton Woods, on a eu 71. Et puis on a eu la révision des systèmes de change, et puis en 2000 la création de l'euro notamment. Donc je ne dis pas qu'en 2030, d'ici bientôt, il se passera quelque chose au niveau de la réforme du système monétaire international, mais c'est possible. Et ça serait même souhaitable, parce qu'on voit que les États-Unis déstabilisent un peu le jeu international, ont une puissance un peu moins importante. Et aujourd'hui, le premier producteur et le premier consommateur de métaux au monde, c'est la Chine. Donc le centre s'est déplacé aussi. Donc tout ça, c'est des éléments intéressants. Et donc l'Allemagne, effectivement, dans ce cas-là, après l'Allemagne a toujours eu, depuis l'après-guerre, c'est vrai qu'elle est liée aux États-Unis sur ces aspects-là, évidemment. Maintenant, ça peut traduire effectivement des pressions dans tout ce qu'on connaît sur le plan géopolitique et une dynamique plus profonde de dédollarisation. Ok, très clair. Écoutez, donc ce que vous me dites, en gros, c'est que la prochaine impulsion réforme monétaire viendra de Chine ou des BRICS dans leur
C'est possible, Un peu tout à fait. globalement. Il y a une influence de ça, et l'or sera un moyen de peser sur les tables des négociations éventuellement si réforme formalisée il y a. Et c'est la réforme formalisée il y a. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Thomas Merci d'avoir été beaucoup. avec nous, d'être revenu sur le plateau de TV Finance. Thomas Andrieux, vous êtes spécialiste des questions économiques et notamment monétaires. Et bah écoutez, à très bientôt sur le plateau de TV Merci, Finance. avec plaisir. Je vous en prie. Et bah écoutez, nous on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite sur